Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1, nous sommes le 22 novembre, voici les titres de votre journal. 16 projets d'un montant global d'environ 2,5 milliards de francs CFA seront financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. La cérémonie de signature de contrat du financement a eu lieu hier au Sahara 2017. Hier 21 novembre, l'on a célébré la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Une journée pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique. Et puis, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné ce mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international de La Haye. Le boucher des Balkans, c'est ainsi qu'il était surnommé. Il a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation. Ce mercredi 22 novembre, un conseil des ministres se tient depuis ce matin au palais de la présidence de la République, sous la présidence bien sûr du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes sont également sur place. Leur reportage complet dans nos prochaines éditions. Le Sahara 2017 bat son plein. Hier mardi, à l'occasion de la 5e journée du Salon, le ministère des Eaux et Forêts était à l'honneur. Outre la vision du ministère déclinée au cours de ce panel, plusieurs présentations ont été faites sur les différentes actions menées en vue de protéger le couvert forestier ivoirien. Le témoignage de Jean-Louis Gbagbo. Une journée dédiée au ministère des Eaux et Forêts au Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, ce mardi 21 novembre 2017. Cadres et agents de ce ministère se sont relayés pour défendre ce qui est devenu le leitmotiv de ce département ministériel. Préserver l'avenir des générations futures en s'investissant dans la reconstitution des forêts ivoiriennes. On peut faire de l'agriculture sans défricher, sans détruire la forêt. Par exemple, les nouvelles plantations de cacao qui vont être mises en place, ou même celles mêmes qui existent, il faut admettre d'introduire dans ces plantations des arbres forestiers pour que l'agriculture et la forêt puissent cohabiter. Face à l'agriculture extensive qui demeure l'une des menaces à la survie des forêts, il est préconisé de nouvelles stratégies et techniques culturales. Nous allons demander à nos parents, les sensibiliser, qu'ils insèrent dans leur pratique agricole l'arbre, qu'il y ait un compromis entre l'agriculture et la forêt pour que le climat redevienne ce qu'il était avant. Reconstituer le couvert forestier ivoirien, un défi que la SODEFORS a-t-elle à relever à l'aide de moyens modernes. En termes de nouvelles stratégies aujourd'hui, nous essayons de faire plutôt une combinaison. Une combinaison peut-être des anciennes méthodes, c'est-à-dire la présence dans les forêts, mais avec des moyens modernes comme le suivi des forêts par satellite. La préservation de la forêt, une dynamique dans laquelle s'inscrivent désormais les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de faire l'agriculture sans même toucher, comme on appelle, la forêt. Donc pour nous, ce n'est pas une menace en tant que telle. La superficie forestière initiale ivoirienne a connu une perte de plus de 80%. De 16 millions d'hectares au début du siècle dernier, elle est passée à 7,8 millions d'hectares en 1990. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'à peine 2 millions d'hectares de forêts naturelles. Restons toujours au cœur du Sahara. Une cérémonie de signature de contrat de financement a eu lieu hier entre le FIRCA et plusieurs structures. Il a été conclu que 16 projets d'un montant global d'environ 2,5 milliards de francs CFA seront financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. On retrouve Jean-Louis Gbagbo. Par cette signature, le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et l'AFD, l'Agence française de développement, s'engagent à financer au total 16 projets d'un montant global d'environ 2,5 milliards de francs CFA. La sélection a été minutieuse, a été rigoureuse pour s'assurer que les ressources qu'on va injecter serviront effectivement à envoyer l'innovation bord champ. Le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, créé à cet effet, vise à contribuer à la durabilité des systèmes de production agricole en Côte d'Ivoire. Il a été mis en place dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, CDD, avec comme principal contributeur l'AFD. Ce fonds compétitif est une innovation en soi. Le processus lui-même est une innovation. Lancer comme ça un appel à projet, recevoir les propositions de recherche-action, sélectionner les meilleurs sur des critères très stricts, tout ceci est un processus innovant. Sur 133 projets présentés, 16 ont été retenus par le fonds.
Des projets qui se distinguent par l'innovation qu'ils introduiront dans le monde agricole. Nos chercheurs ont soumis 3 projets qui ont été heureusement retenus. Un projet sur la recherche sur le bananier. On a un autre projet sur la pomme de cajou. Vous savez que notre pays est un grand producteur de noix de cajou. Et nos chercheurs travaillent sur ce produit de sorte à le valoriser davantage. Et le 3e projet, c'est une recherche sur l'agouti. Je crois que c'est une viande qui est relativement consommée dans notre pays. Et les chercheurs travaillent sur la qualité de la viande. Les 16 projets financés couvrent 11 filières agricoles, dont 9 pour les filières de production végétale et 2 pour les filières animales. Faisons à présent un tour au Burkina Faso où il existe 3 centres chargés d'initier la jeunesse au civisme et à l'apprentissage discipliné des métiers répondant aux besoins nationaux. Ces centres sont régis et coordonnés par le SND, le Service national pour le développement, un service qui a impressionné Sidi Tiemoko Touré, présent sur place pour la signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a visité le Service national pour le développement à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Franck Quadio, de retour du Burkina Faso. Des habitations qui défilent et au bout du paysage, un camp militaire, mais pas que. Nous sommes à 15 km de Ouagadougou, au Burkina Faso. Sur ce site, plus de 200 jeunes en formation pour le volontariat, le civisme et à certains métiers du bâtiment. C'est une structure du Service national de développement SND. Emilienne est la seule fille de son groupe. Elle est venue ici apprendre la menuiserie. J'ai entendu parler de l'SND de Lumbila. Moi aussi, je me suis renseignée pour venir faire les dépôts. Dieu merci, j'ai fait les dépôts, j'ai eu. On est venu, maintenant on a commencé. Emilienne et d'autres jeunes de son âge en provenance de différentes localités s'initient à différents métiers. Ils apprennent surtout le respect des institutions et de la chose publique. La formation dure de 1 à 2 ans et le critère d'âge, 18-30 ans, il faut au minimum avoir le certificat d'études primaires. Le Service national pour le développement est une structure qui a pour vocation de contribuer à la cohésion nationale. Nous avons 7 filières et ces filières-là sont choisies en fonction des besoins de la nation. C'est les filières qui ont rapport avec la construction, avec les bâtiments. À la fin, on leur donne des kits pour pouvoir s'installer. 3 établissements comme celui-ci, situé à Lumbila, existent au Burkina Faso. Et ce matin, un visiteur particulier, le ministre de la Promotion de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, Sidi Touré, en visite d'observation des bonnes pratiques, accompagné de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Faso. Visite de différents ateliers, la menuiserie, la mécanique, la maçonnerie, la sécurité privée. Aussi, un aperçu de la formation au civisme et une autre visite au programme national du volontariat situé à Ouagadougou. Une visite jugée enrichissante. Le pays frère Burkina Faso qui a des dispositifs très opérationnels que nous sommes d'ailleurs en train d'expérimenter en Côte d'Ivoire, en l'occurrence le volontariat qui est développé avec le programme des Nations Unies, le PNUD. Et vous avez aussi le centre de service civique qui doit ouvrir bientôt à Bembresso. Donc autant de dispositifs que nous avons en national que nous avons souhaité mettre en opposition avec ce qui se fait au pays frère, le Burkina Faso. Une visite d'imprégnation du savoir-faire burkinabé en matière de prise en charge, effectuée, rappelons-le, dans le contexte de la signature du protocole d'accord pour la création d'un fonds ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes des 2 pays. Ce fonds, à hauteur de 200 millions de francs CFA, sera attribué aux jeunes bénéficiaires des 2 pays lors de la prochaine rencontre du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé qui aura lieu à Yamoussoukro. De retour ici en Côte d'Ivoire, je vous emmène à présent à l'ARTCI où a eu lieu hier mardi le lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et de celui de la Communication et de la Poste. Le thème de cette campagne est « Le broutage, c'est la prison ». Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Un panel, des échanges sur le phénomène de la cybercriminalité. Avec le développement d'Internet, la cybercriminalité s'est amplifiée.
En pleine recrudescence, de nombreuses attaques ciblent les particuliers, les entreprises et les administrations. Moi, par exemple, je sais comment ça marche. Sans se mentir, je sais comment ça marche, je sais comment on utilise. Mais je ne l'ai pas pratiqué. J'ai même un petit frère, pas un petit frère direct, mais je le dis petit frère quand nous sommes dans la même cour et il est moins âgé que moi, qui le pratique. On lui donne des conseils, mais bon, il soit avec des grandes filles, je pense qu'il est arrivé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la cybercriminalité n'est plus une option pour les jeunes de se faire de l'argent. Pourquoi je vais avoir une connaissance et me retrouver en prison alors que cette connaissance peut servir aux entreprises? C'est ce message que nous avons passé aujourd'hui. Notre centre de réponse qui est le CICERT, qui permet donc de contrôler notre cyberespace. Et nous avons avec la DITT qui est la direction de l'informatique et des traces technologiques de la police, nous avons signé une plateforme, nous avons signé une convention qui nous permet ensemble de contrôler notre cyberespace et de lutter de sorte que les cybercriminels soient traqués. De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien. Nous assistons à l'émergence d'un type de comportement déviant, en l'occurrence le broutage. Il s'agit là d'une crise de valeur totalement aux antipodes du concept de l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous avons donc l'obligation d'agir en conséquence et d'inverser la tendance. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une législation pour lutter contre le fléau de la cybercriminalité, mais il nous faut en amont amener cette jeunesse, vivier national, à prendre conscience quelle est la relève du pays. Nous avons mis en place les ATIC. Les ATIC aujourd'hui est centre d'excellence de l'UIT en matière de cybercriminalité. Tout ça pour dire que la Côte d'Ivoire se préoccupe de cette question de cybercriminalité. De Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef de gouvernement, le ministre Sidi Touré et moi-même lançons officiellement la campagne « Jeunes, attention, le broutage, c'est la prison ». Aujourd'hui, nous observons le recul de ce phénomène avec les actions énergiques des ministères en charge des TIC et de la sécurité. Attention, le broutage, c'est la prison, mais les TIC sont plus que jamais au cœur de la santé en Côte d'Ivoire. L'INSP, l'Institut national de santé publique, se connecte aux hôpitaux du pays à travers un système de visioconférence. Un système mis en place avec l'appui de la Fondation Elisabeth Glaser. C'est un programme dénommé ECHO qui va permettre de renforcer les capacités des praticiens, les mettre en interaction pour une meilleure prise en charge des malades. Serge Collier. Il faudra désormais compter avec l'utilisation des TIC dans le fonctionnement de l'INSP, l'Institut national de santé publique, et de ses relais sur l'ensemble du territoire. La preuve en a été donnée à la faveur du lancement du projet ECHO. Cette technique d'enseignement à distance par visioconférence, élaborée par une université américaine, a permis de mettre en interconnexion Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Abengourou, Daoukro et Daloa. Objectif, renforcer les capacités des agents et cadres de santé. Le projet va aussi favoriser un modèle de promotion et de partage des meilleures pratiques. C'est un système qui permet l'appui des personnes dites experts pour des personnes les moins expérimentées dans un système de mentorat. C'est un des piliers qui est mis en place par notre ministère de tutelle pour faire en sorte que la qualité des prestations de soins soit améliorée. Le projet ECHO a été rendu possible grâce à l'appui financier de la Fondation Elisabeth Glaser et du gouvernement américain. Mon rêve, c'est que le médecin de Maraba, c'est que le médecin de Diéné, grâce à cette plateforme, puisse maintenir son niveau de connaissance. Le niveau de connaissance implique forcément la qualité des soins. Le projet ECHO de la vie des experts va accroître la couverture des soins et traitements du VIH et des infections opportunistes pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes. La SIP, Société ivoirienne de pathologie, vient d'organiser une opération à Adiaké dans le sud Comoé. Il s'agit d'une séance de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Une manière pour les anatomopathologistes de contribuer à la lutte contre ces deux types de cancers qui affectent des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. On retrouve Serge Coléa qui y était pour RTI. Tatiana est professeure des écoles dans la ville d'Adiaké. Ce samedi,
Jour de repos, elle le met à profit pour vérifier son état de santé. Après une dizaine de minutes, le résultat est satisfaisant. L'institutrice en ressort heureuse d'avoir été diagnostiquée négative au cancer du col de l'utérus. Quand on parle de cancer de l'utérus ou du cancer du sein, ça fait vraiment peur. Quand on voit des images, ça fait vraiment peur. Il est toujours mieux de savoir qu'on se sent bien que de rester comme ça dans l'incertitude. C'est pas bon. La campagne à laquelle ces dizaines de femmes prennent part est une action communautaire pour dépister les cancers du sein et du col de l'utérus. Une opération de spécialistes réunis au sein de la Société ivoirienne de pathologie. La lutte contre le cancer est une priorité mondiale et en Afrique, tous les pays, principalement la Côte d'Ivoire, se sont engagés dans la lutte. Nous sommes des scientifiques, nous sommes à l'hôpital, mais on s'est dit aussi qu'on pouvait apporter quelque chose à la communauté. Il ne faut pas qu'on reste toujours enfermé dans nos laboratoires. Donc c'est ce qui nous a motivés pour venir au contact de la population, apporter notre expertise. Si Tatiana peut rentrer chez elle, les autres moins chanceuses seront tout de même inscrites dans le circuit de la prise en charge. Récemment, le ministère de la Santé l'avait précisé à la population. Il y a un lot de médicaments maintenant pour la prise en charge. Donc, si la patiente est éligible après notre diagnostic, elle pourra aller dans ce groupe-là. Cette campagne de dépistage gratuit a duré 2 jours. Elle a été menée en collaboration avec la mairie d'Adiaké. Environ 300 femmes en ont bénéficié. Je vous le disais en titre, l'UNESCO a célébré hier 21 novembre la Journée mondiale de la télévision, une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Et la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre, va bientôt entrer dans sa phase de déploiement. Lassina Ouattara, Herman Guivet. Derrière les murs de cette bâtisse, à Abidjan, les choses bougent pour un accès à une technologie au niveau de la télévision. Depuis des années, le gouvernement ivoirien travaille à mettre à disposition du public la TNT, la télévision numérique terrestre. Dans cette définition de télévision numérique terrestre, il y a la notion de télévision, il y a la notion de numérique et il y a la notion de terrestre. Donc télévision, nous savons tous ce que c'est. Numérique, c'est que contrairement à l'ancien système qui était analogique, maintenant nous changeons de processus de diffusion. Et terrestre, parce que nous recevons le signal de la télévision par voie terrestre, contrairement au câble par exemple, ou contrairement aux satellites que les gens connaissent bien. Si le comité national en charge du passage à la TNT s'active encore plus pour concrétiser ce projet, après la phase pilote réussie, c'est qu'il y a de nombreux avantages. C'est d'abord la qualité de l'image et du son, mais c'est aussi la diversité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en même temps que nous mettons en place le phénomène de numérisation, nous mettons aussi en place de façon concomitante le phénomène de libéralisation. Donc, le téléspectateur ivoirien aura donc à sa disposition plus de chaînes. Déjà, avec ces nouvelles chaînes, c'est, on va dire, presque mécaniquement, c'est plus de programmes qui seront commandés au paysage audiovisuel en entier. Donc, les réalisateurs vont avoir plus de travail, les éclairagistes vont avoir plus de travail, les preneurs de son, les scénaristes et tous les métiers qui tournent autour de ce paysage audiovisuel. Mais pour profiter à fond de cette technologie, il faudra des équipements aux normes retenues par les instances internationales. À cet effet, l'État a pris des dispositions pour que la télévision reste un média de masse. L'État a veillé à ce que l'accès à la TNT soit rendu le plus facile et le plus souple possible pour les foyers de Côte d'Ivoire. À côté de la maîtrise de ce projet hautement technique par le gouvernement, l'ensemble des acteurs des médias devront produire du contenu local adapté à un public de plus en plus exigeant. À ce niveau, la Côte d'Ivoire peut compter sur son influence culturelle dans la sous-région.
Direction la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau où les lauréats du prix national d'excellence et prix ivoirien de la qualité ont été récompensés par le ministre de l'Industrie et des Mines. C'était en présence de notre reporter Jean-Jacques Kwame-Ala. Des diplômes et trophées pour les 2e et 3e du prix national d'excellence en 2017 et aux lauréats de la 13e édition du prix ivoirien de la qualité du ministère de l'Industrie et des Mines. En remettant ces diplômes, le ministre Jean-Claude Brou a exprimé la reconnaissance de l'État à ces entreprises qui ont décidé de s'inscrire dans la démarche qualité pour booster les chiffres d'affaires. Nguessan Kwasi, porte-parole des lauréats, a dit merci à l'État pour cette reconnaissance. Les entreprises primées ont pris l'engagement de continuer dans la performance. Nous considérons ces prix que nous venons de recevoir comme une marque de gratitude pour l'ensemble du secteur privé et une reconnaissance des efforts menés au quotidien par les entreprises pour répondre aux exigences des marchés de plus en plus concurrentiels. Seules les entreprises ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 sur 20 ont été primées. C'est pourquoi la 3e place du prix d'excellence et les lauréats classés 2e et 3e du prix ivoirien de l'industrie n'ont pas été attribués. Le ministre Jean-Claude Brou a réitéré la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Puis, il a invité les entreprises à la culture de l'excellence. Cherchez à battre votre propre record. Avancez donc toujours pour rester parmi les meilleurs. L'excellence et les bonnes performances s'imposent à nous parce que nous devons œuvrer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus prospère. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à continuer à travailler avec ardeur et abnégation, seule clé de la réussite. Rappelons que les lauréats classés premiers des différents prix nationaux d'excellence ont reçu leurs récompenses le 4 août dernier en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Après une année de formation, les 34 impétrants de la 2e promotion de médiateurs du Centre de recherche et de formation professionnelle en médiation, arbitrage et négociation sont prêts à exercer. Ils ont récemment reçu leur diplôme. Leur rôle sera de régler des conflits en tentant de sauvegarder les intérêts des différentes parties opposées. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme. Leur reportage. Le premier mode de règlement des conflits, c'est la médiation. Elle consiste à sauvegarder les intérêts des parties en conflit. Les 34 impétrants de la 2e promotion de médiateurs de CFORMAN, Centre de recherche et de formation professionnelle en médiation, arbitrage et négociation, l'ont bien compris. Durant 1 an, ils ont été formés et ont obtenu le diplôme universitaire et professionnel en médiation, une discipline unique en Afrique subsaharienne. Le médiateur a à conduire les parties en conflit à trouver une solution, un accord dans leurs propres intérêts. Ils ne leur imposent rien. C'est eux-mêmes qui arrivent à trouver la solution à leur litige. La grande chancelière, marraine de la cérémonie, juge cette approche bénéfique. Votre formation de médiateur professionnel m'intéresse au plus haut point. Elle s'inscrit dans le champ de mes propres préoccupations qui vont toujours dans le sens de l'apaisement des tensions. Je réalise que la 2e promotion de médiateurs diplômés manifeste un attachement particulier à l'idée d'associer, à juste titre, la grande chancellerie à cette cérémonie. La 2e promotion des médiateurs du CERFOPMAN est baptisée promotion Jean-Pierre Coutois. L'archevêque d'Abidjan était représenté à la cérémonie par Monseigneur Boniface Zéré. Ils sont 19 auditeurs, 13 hommes et 6 femmes qui viennent d'intégrer le rang des magistrats. Ils ont prêté serment récemment au palais de justice au Plateau. Ces nouveaux membres de l'appareil judiciaire s'engagent à servir la République dans la loyauté et le respect. Frédéric Oulaye, Abou Sanogo. En s'engageant à incarner et à protéger les lois de la République, ces auditeurs de justice intègrent désormais le corps des magistrats. Et ils ont reçu des recommandations et conseils. Le bon magistrat doit sans cesse être animé d'une éthique de dévouement à la cause de la justice. Il doit consacrer toute son activité à la justice et ne doit se livrer à aucune occupation rémunérée en dehors de son service
à l'exception des travaux à caractère littéraire, scientifique ou artistique. Il doit faire preuve de loyauté envers l'État, ce qui implique que toute délibération politique lui est interdite. Les premiers conseils qu'on peut donner aux jeunes magistrats, c'est d'avoir seulement pour seul maître la loi, le respect de la loi. Au nombre de 19, dont 13 hommes et 6 femmes, ces nouveaux magistrats viennent renforcer l'appareil judiciaire ivoirien en ressources humaines et compétences. Et ils vont être affectés dans des juridictions pour des stages. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'appartenir à ce corps d'élite, à cette fonction noble. Et nous allons nous atteler à mettre en pratique tout ce que nous avons appris durant la formation pratique et aussi tous les conseils que nos aînés ont pu nous prodiguer. Et par-dessus tout, nous croyons en Dieu pour nous éclairer et nous guider pour avoir une brillante carrière. C'est vraiment un honneur et une joie immense qui nous anime en ce jour. Et nous espérons que Thémis nous aidera à accomplir cette mission et nous comporter toujours en magistrat digne et loyal. Et nous espérons que nos aînés nous aideront dans cette lourde tâche qui nous attend. Et cette tâche-là commence incessamment dès la semaine prochaine. Les auditeurs de justice sont formés à l'Institut national de formation judiciaire pour une durée d'1 an. Et ils sont sélectionnés à travers un concours après l'obtention de la maîtrise ou du master en droit. Après la démission de Robert Mugabe à travers une lettre lue par le chef du Parlement, le porte-parole du parti ZANU-PF a indiqué que l'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi 22 novembre président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Une décision motivée par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème au Zimbabwe. C'est la raison émise pour la démission ce mardi de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen a remis sa démission après 37 ans de pouvoir. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. La réunion débattait de sa destitution. Moi, Robert Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. L'annonce de la démission a été saluée dans la capitale, suivie de plusieurs réactions. En tête, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Il a salué cette décision, indiquant toutefois qu'il n'accepterait pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. L'Union africaine entend travailler à soutenir des élections libres, transparentes et inclusives d'ici 2018. Il a par ailleurs invité au respect du héros des indépendances que fut Robert Mugabe. La Grande-Bretagne, elle aussi, a réagi, indiquant qu'en tant que vieille amie du Zimbabwe, elle ferait tout pour apporter son soutien au pays. Depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe avait perdu 1 à 1 ses soutiens. Le président zimbabwéen, héros de la guerre d'indépendance, était au pouvoir depuis plus de 37 ans. Des reporters de CNN ont été témoins d'une vente aux enchères en Libye de certains migrants réduits en esclavage. La République de Côte d'Ivoire considère que cette pratique d'une autre époque constitue une grave violation des droits de l'homme, des libertés individuelles et de la dignité humaine. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, interpelle les autorités libyennes, l'Union africaine, l'OIM et l'ensemble de la communauté internationale sur la nécessité que soit diligentée une enquête. Devant l'émotion et la colère consécutives à la diffusion d'images vidéo présentant des migrants en cage, vendus comme esclaves, le gouvernement d'Union nationale de Libye sort de sa réserve. Des images qui, en un quart de tour, ont fait le tour du monde à travers une vidéo diffusée sur le site de l'agence de presse libyenne www.libyan-cna.net. Le gouvernement d'Union nationale libyen condamne ce genre de pratique et informe que des enquêtes sont ouvertes à cet effet. Le ministère des Affaires étrangères exprime son refus catégorique et condamne fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture
et aux valeurs du peuple libyen, tout en confirmant que les informations qui sont diffusées à cet effet dans les masses médias sont l'objet d'enquêtes ouvertes par les instances libyennes compétentes. Et si la vérité de ces prétentions est confirmée, les auteurs et les complices seront poursuivis et punis. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que la Libye avait depuis de longues années interpellé sur la nécessité de la mise en place d'une politique efficace en vue de pallier ce phénomène en apportant assistance dans la mise en place des institutions fortes de développement des projets, des politiques de développement durable dans les pays de départ à l'immigration clandestine, au trafic humain, conformément à la déclaration commune Afrique-Union européenne de l'année 2006. Un point de vue exprimé au cours d'une rencontre avec le groupe africain du corps diplomatique résident en Libye, qui pour sa part se félicite de la position adoptée par les autorités libyennes et leur engagement à tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces pratiques d'un autre siècle. La Libye demande à tous ses partenaires et amis au niveau régional et international une coopération positive et constructive en vue d'un meilleur traitement de cette question négative de l'immigration, tout en faisant preuve de responsabilité, de sagesse et de courage. Reportage signé Herman Guivet. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné ce mercredi 22 novembre à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international de La Haye. Celui qui a été surnommé le boucher des Balkans a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Juste avant l'énoncé du verdict, coup de théâtre, Ratko Mladic avait été évacué à la demande du juge. Et voilà, c'est ici que l'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur notre chaîne.